Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'être là, présent en live. On sait que vous êtes nombreux en rediffusion, en replay, mais c'est toujours très agréable d'avoir du public en live, notamment pour les questions. Merci à vous, Edmé Chatin et Bertrand Schoenjeune, d'avoir accepté notre invitation pour aborder un travail qui a fait l'objet d'une publication par votre réseau Aloïs sur le coût des troubles du neurodéveloppement. Merci à vous deux d'être venus. Je vous présente rapidement. Bertrand, vous êtes docteur en psychologie, responsable du pôle enfant et directeur de la recherche et développement du pôle Aloïs. Et Edmé, vous êtes doctorante, neuropsychologue, et vous faites une thèse sous la direction du professeur Arnaud Roy à Angers et de Bertrand Schoenjeune sur TDAH et fonctions exécutives, me semble-t-il. Oui, Ravi de vous entendre, je vais aller très vite. Je rappelle à tout le monde les règles. 30 minutes de présentation de votre part sur la thématique qui seront suivies de 30 minutes de questions par le public. J'invite les personnes présentes à poser leurs questions au fil de l'intervention de Bertrand. Et on sera ravis ensuite, nous, de prendre les questions, de vous les poser à l'oral pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Je couperai ma caméra le temps de votre intervention et les réactiverai aux 30 minutes écoulées. Et je vous laisserai finir, du coup, comme vous le souhaitez, votre topo. Merci encore d'avoir accepté notre invitation et la parole est à vous. merci beaucoup Antoine pour cette présentation. Je vais essayer de partager donc tout de suite mon écran. Voilà. Merci à Octopus de nous permettre de présenter les travaux aujourd'hui conduits par l'association Aloïs. Ce texte, cet article a été coécrit avec Edmé Chatin, qui est présente avec moi aujourd'hui et qui sera présente pour les questions. Juste un petit mot sur Aloïs avant de rentrer dans le vif du sujet et surtout le pourquoi. Pourquoi cette question autour de l'impact économique des TND à la fois pour les familles et pour la société. D'abord parce que Aloïs, c'est quoi? C'est un centre de neuroexpertise qui est dédié aux troubles cognitifs à tous les âges de la vie, dans lequel on fait de la clinique, de la recherche, de la formation, qui a été créé en 2004 par le docteur Bénédicte Desfontaines, qui est neurologue, et qui voyait une difficulté à diagnostiquer notamment les maladies neurodégénératives comme Alzheimer à l'hôpital avec des patients qui avaient un stade trop avancé, hein, qui avaient trop attendu et qui, par la lourdeur de la prise en charge, étaient vus trop tardivement et s'est dit il faut un meilleur équilibre avec les ressources médicales en ville et donc qui a essayé de sortir un modèle et un réseau de santé en ville, en articulation bien sûr avec l'hôpital, pour permettre un diagnostic précoce et une prise en charge adaptée. Et l'ADN d'Aloïs a toujours été d'évaluer ce qu'il faisait, donc c'est-à-dire à la fois l'évaluer sur le plan sanitaire, j'ai envie de dire, est-ce que ça permet de poser les diagnostics, de bien suivre, etc., les patients, mais aussi est-ce que ça permet d'accélérer le diagnostic, est-ce que ça permet de réduire aussi l'impact secondaire des troubles, l'objectif étant de proposer au pouvoir public une autre façon d'organiser les soins. C'est pourquoi en 2012, on a fait une première démarche médico-économique, enfin, je dis on, j'y étais pas, mais pour quantifier l'impact sociétal des troubles cognitifs dans la maladie d'Alzheimer spécifiquement, qui était déjà estimée à 25 milliards d'euros. Et puis, on a pu aussi, dans cette étude, faire une projection sur 20 ans. Et on est en train aujourd'hui de réactualiser ce modèle-là. Euh, L'objectif, c'était déjà d'alerter les pouvoirs publics en disant que demain, l'hôpital ne pourrait recevoir qu'un patient sur deux qui souffre de maladies neuroévolutives. Et donc, il y avait une nécessité de proposer d'autres parcours de soins. En 2016, le pôle enfant a été créé à Aloïs que je dirige depuis 2018. Et Bénédicte m'a chargé d'utiliser la même méthodologie en évaluant de quoi on parlait quand on parlait des troubles du neurodéveloppement en termes de prévalence, en termes de coûts, pour à la fois encore ce même double objectif, favoriser l'efficacité clinique et puis une visée plus de santé publique en améliorant l'accès et la coordination de soins pour faire évoluer les politiques de santé publique. Voilà ce qui nous amène aujourd'hui à cet article qu'on a créé, qu'on a écrit sur 2 ans. Je vous expliquerai après avec qui. D'abord, très rapidement, je pense que vous êtes tous bien sensibilisés à ça. Le TND,
Il fallait montrer aussi que c'était un enjeu de santé publique majeur. Aujourd'hui, on estime qu'une personne sur six en France est concernée par un TND. Donc on pense aux troubles du spectre de l'autisme, au TDAH, aux troubles 10, aux troubles du développement intellectuel, à Gilles de la Tourette également. Et on estime que 70% des personnes garderont des impacts en vie quotidienne à l'âge adulte. Donc ça, ce sont les prévalences tirées de la délégation interministérielle. Bon, avec des sources un peu parfois incertaines, on a aujourd'hui une difficulté quand même à observer une prévalence qui soit bien assurée en France. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à suivre en fait les patients. Déjà, il y a un diagnostic parfois qui peut être tout à fait hétérogène. Et puis, alors il existe des cohortes aujourd'hui, je pense à Marianne par exemple, ou à Elena, il y en a d'autres comme ça qui ont à cœur de suivre les enfants avec troubles du neurodéveloppement. Mais on n'a pas encore de données qui nous permettent d'avoir une prévalence fiable. Donc c'est souvent des extrapolations d'études avec des échantillonnages, ou alors on plaque sur des prévalences étrangères de pays qui culturellement seraient proches de nous. Voilà. Donc déjà, on est face à un trouble qu'on circonscrit mal en termes de volume de population. Ensuite, pourquoi cette étude? Parce que ben, d'autres pays sont plus en avance que nous là-dessus. Beaucoup d'études ont déjà été créées sur le coût des TND. C'est vrai en Australie, au Canada, aux Pays-Bas, mais dans pas mal de pays européens aussi. Et ça n'a jamais été vraiment estimé de manière globale en France. L'objectif pour nous, c'était de fournir un ordre de grandeur du coût des TND pour appuyer une politique publique coordonnée et efficace. C'est-à-dire que on avait une vision de si on arrive à soulever en fait les coûts, les principaux coûts des TND, on peut aussi en filigrane voir dégager, on va dire, des leviers d'économie, voire des endroits où nous pourrions améliorer la qualité de la prise en charge pour qu'elle soit plus rapide, plus efficace, plus directe. Donc ça a été un défi méthodologique, bien sûr, parce que d'abord on était face à des données tout à fait hétérogènes, parfois absentes, donc il a fallu eh bien, combler, faire parfois des hypothèses. Une difficulté aussi à isoler les troubles du neurodéveloppement dans les bases administratives. On s'est appuyé par exemple sur les résultats de l'assurance maladie, sur les chiffres Amélie, qui ne sont pas tout à fait superposables aux critères diagnostiques de la CIM-10 et puis 11, du DSM-5, etc. Bon, les nomenclatures évoluent et ne suivent pas tout à fait les mêmes nomenclatures que les suivis chiffrés de données publiques françaises. Donc il a fallu aller chercher trouble par trouble l'origine de ces troubles dans les chiffrages. Et puis en épidémiologie, on a utilisé, alors ça c'est le cabinet qui nous a accompagnés, j'en dirai un mot juste après, euh, qui a utilisé une unité de calcul en fait qui s'appelle une fraction attribuable à la population, un PAF en anglais, qui en fait permet d'estimer une part spécifique au sein d'une population. C'est-à-dire qu'on va partir d'un facteur de risque qu'on va attribuer à une prévalence et on va pouvoir comme ça on va pouvoir dégager le surcoût de ce risque au sein même d'une prévalence. Donc, par exemple, sur la déscolarisation, on connaît le nombre de gens, d'enfants qui sont déscolarisés en France chaque année. Et avec le PAF, justement, on a pu extraire un pourcentage de ces enfants-là qui sont en décrochage scolaire du fait d'un TND. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a systématisé le calcul. Cette étude, elle ne s'est pas faite qu'avec Aloïs. Aloïs a apporté son expertise clinique sur les troubles cognitifs. Elle a été en collaboration avec Goodwill Management, qui est un cabinet dans l'économie sociale et solidaire, qui a permis de faire cette évaluation de l'impact social. Ce sont des études qui coûtent très cher d'habitude et grâce au réseau Ashoka par le docteur Desfontaines, on a pu obtenir ce soutien et cet accompagnement en pro bono, donc complètement gratuitement. Les équipes de Goodwill nous ont accompagnés pour réaliser ce travail. Alors comment on s'est organisé le travail? Nous, on a fait ce qu'on savait faire, c'est-à-dire de la clinique et puis de la revue de littérature scientifique. On a pris toute la littérature scientifique internationale pour essayer, avec Edmé, d'identifier tous les risques à court, moyen et long terme, TND par TND.
On a ensuite, ça c'est Goodwill qui est allé, donc qui a organisé, je peux peut-être vous montrer, donc ça c'est la modélisation qu'a fait Goodwill de notre travail de revue de littérature en essayant de schématiser, de répertorier les impacts à court terme et à long terme, et puis aussi des impacts directs et indirects. D'abord, ce qui touche au patient lui-même, et puis à son entourage. Et ils ont réparti tous ces impacts-là dans plusieurs pôles de coûts qu'ils ont répartis en trois grands pôles que je vous présenterai juste après. Un pôle lié à l'éducation, un pôle lié bien sûr aux soins de santé, évidemment, et puis aussi un pôle lié à la productivité, à l'insertion professionnelle, puisqu'on a fait une démarche longitudinale de ces études-là. Je reviens un peu en arrière, on s'est appuyé sur des données publiques françaises seulement pour que ce soit robuste et fiable. Donc je pense à l'INSEE, je pense à des rapports donc, de l'assurance maladie, je vous en ai parlé, qui par ailleurs, d'ailleurs Amélie a sorti un nouveau, comment dire, euh, un nouveau logiciel qui permet en fait de suivre ces coûts-là. Il est extrêmement bien fait. Ça nous a permis aussi, même s'il fallait aller voir TND par TND, ça nous a permis vraiment de pouvoir identifier les coûts. Certains rapports ministériels, je pense à l'éducation nationale, je pense au travail, je pense à la justice aussi, on y reviendra, à l'IGAS, les rapports de l'adresse, etc. Et puis, donc Goodwill s'est occupé de faire cette modélisation économique, voilà, dont la PAF, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà l'organisation des impacts selon les types de domaines. Ça a été aussi réparti parmi quatre grands payeurs, la sécurité sociale, des organismes complémentaires comme les mutuelles par exemple, les ménages et puis les autres acteurs publics. Donc ça, on n'a pas trop communiqué autour de ça. Le rapport final est d'une centaine de pages, hein. On a réussi à en extraire une synthèse pour la publication à l'Encéphale. On remercie d'ailleurs beaucoup l'Encéphale d'avoir publié cet article qui ne reprend que les grands coûts. Mais voilà, je vous dirai un petit peu au fur et à mesure le poids économique des payeurs au fur et à mesure de la présentation des résultats. Et puis, il y a tout un autre continent caché, j'ai envie de dire, sur des coûts financiers non quantifiables, ou qu'on a préféré laisser non quantifiables, dont je dirai juste un petit mot tout à l'heure. Donc, d'abord, sur ce point, ce grand point des soins de santé, on pensait que ce serait peut-être le plus coûteux. Il est à hauteur de 7 milliards d'euros par an, euh, notamment avec l'hospitalisation qui représente 1,6 milliard d'euros, à la charge essentiellement de l'assurance maladie. D'ailleurs, 25% de ces hospitalisations en pédiatrie concernent une hospitalisation en psychiatrie, donc presque un enfant sur quatre. Euh, 0,44 milliards d'euros pour les soins de ville. Alors je m'aperçois en fait que ma parenthèse, elle n'est pas bien placée. C'est ça qui est réparti selon entre l'assurance maladie, les ménages et les complémentaires. Pour les soins de ville, on comprend évidemment les professionnels qui sont pris en charge par la sécurité sociale, mais on prend aussi ceux qui ne le sont pas, qui font par exemple des bilans complémentaires ou des prises en charge spécifiques recommandées par la HAS en ville, mais qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Et puis des complémentaires, je pense notamment au reste à charge, au dépassement d'honoraires de certains professionnels. Et puis la médication qui représente pas énormément, enfin, au regard en fait hein, de l'ensemble des coûts, on a estimé qu'aujourd'hui la médication la plus prescrite dans le champ des TND tout confondus, c'est le méthylphénidate, évidemment dans le cadre du TND. On est sur une très faible prévalence d'enfants qui sont sous méthylphénidate, donc voilà, ça représente des coûts moindres. Ce qui représente un coût beaucoup plus important, ce sont les structures médico-sociales qu'on a pu beaucoup mieux flécher, donc les CAMS, les CMPP, les CESAD, les IME, les ESAT, entre autres, à hauteur de 5,5 milliards d'euros. Et évidemment, ce chiffre-là, toujours, hein, je ne vais pas répéter cette méthodologie, mais il y a le PAF qui est présent, c'est-à-dire que nous avons pondéré les coûts aux enfants qui sont dans ces structures liées à un TND, évidemment.
Sur le plan de l'éducation aussi, un coût important, presque, enfin plus de 3 milliards 500 millions d'euros, notamment à la charge de l'école inclusive. Je pense par exemple aux AESH, aux aménagements qui sont nécessaires. En termes de chiffrage sur les AESH, alors c'est toujours ça le problème, c'est que, excusez-moi, euh, voilà, c'était près de 70%, euh, près de 70% des enfants en situation de handicap accompagnés par des AESH étaient porteurs d'un TND. Voilà. Donc c'est ça qui représente 2,3 milliards d'euros, entre autres. Et puis le décrochage scolaire lié au TND euh, représente 1,21 milliard d'euros. Voilà, je gardais juste mes notes le temps de cette slide pour vous dire quand même sur les chiffres, hein, sur la revue de littérature. Un jeune, notamment dans le cadre du TDAH, a 2 à 3 fois plus de risques que les autres d'avoir un décrochage scolaire. On estime à 8 à 9% dans la population générale de décrochage scolaire chez les enfants. On est autour de 22-23% chez les enfants TDAH. Voilà. Excusez-moi, je reviens en... Pourquoi ça ne marche pas? Et puis un point très important, énorme, la productivité, l'absentéisme, donc vraiment le lien avec l'insertion et le maintien au travail qui nous a vraiment surpris avec Edmé parce qu'on pensait, euh, notamment au regard de la revue de littérature faite, que ce serait comment dire, un point important, mais pas forcément central. C'est le point majeur. Donc aujourd'hui, par exemple, alors, on a beaucoup plus de chiffres dans le TDAH, c'est beaucoup mieux documenté sur des études européennes et françaises d'ailleurs. Euh, où le TDAH chez l'adulte représente 14,27 milliards d'euros, comptant l'absentéisme et la baisse de performance. On a des études qui arrivent à quantifier à peu près autour de 20% de baisse de productivité quand un adulte en situation de TDAH qui n'est souvent bien sûr pas diagnostiqué ou pris en charge est à un poste qui est mal adapté ou qui ne lui correspond pas, on est à 20% de baisse de performance, beaucoup plus aussi d'absentéisme, beaucoup plus de rupture de carrière professionnelle, donc avec beaucoup plus de démissions, voilà, beaucoup plus de boulot accumulé pour cette population TDAH. Évidemment, je parle d'une population long-termiste d'adultes qui n'auraient pas forcément reçu un diagnostic ou des prises en charge adaptées, puisque l'effet en vie quotidienne est encore extrêmement majeur. Voilà, donc ce coût, il est quand même extrêmement important. Le coût du chômage aussi, évidemment tout à fait imputé au TDAH, on est à presque 1 milliard d'euros. Et puis, un autre champ qui est très important, ce sont les aidants, souvent les grands oubliés, aidants familiaux, que ce soit les parents d'enfants, mais aussi les conjoints, où on observe une baisse de la productivité aussi, parfois des aménagements d'horaires, des temps plus partiels, etc., et qui coûtent chaque année aux entreprises 1,3 milliard d'euros. Voilà. Donc, ce que nous disent ces chiffres, hein, surtout, c'est que d'abord, on paye peut-être la note de toute une génération qu'on n'a pas suffisamment diagnostiquée en amont et qui aujourd'hui a un TND qui s'ignore et donc galère un petit peu sur le plan de l'insertion et du maintien au travail. Et puis, on a aussi comment dire, les conséquences d'un monde du travail qui est pas très bien formé au TND, à l'accompagnement, que ce soit des salariés en situation de handicap, en situation de TND, et puis aussi des salariés aidants. Alors, un mot quand même sur les coûts non quantifiés, parce qu'ils sont nombreux. On ne les a pas inclus dans le calcul. Je pense au burn-out parental, je pense aux addictions, aux errances diagnostiques. Donc tout ça a un coût hein, qui est non négligeable, mais que nous n'avons pas pu évaluer, ou parce que nous n'avions pas justement cette prévalence fiable en termes de PAF
au sein de la population ou parce que les chiffres que nous avions à disposition n'étaient pas suffisamment robustes. Donc, on a préféré les extraire. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il faut pas, enfin, qu'il faut les ignorer. Burn-out parental, burn-out enseignant aussi. On a été voir hein, l'absentéisme des enseignants. C'était très compliqué de pouvoir l'attribuer directement à une situation liée à un accompagnement difficile auprès d'élèves. Voilà, à ces objectifs d'inclusivité, c'était compliqué. Sur le plan de l'addiction, voilà encore un exemple, hein. On sait, par exemple, dans le cadre du TDAH, toujours, qu'il y a un facteur qui est à près de 2,5 fois plus important d'avoir une situation d'addiction dans le cadre d'un TDAH à l'âge adulte. Donc ces addictions en termes à la fois de prévention et puis de soins sont aussi des coûts qui pourraient être évités si le diagnostic avait été posé précocement et un accompagnement euh, euh, comment dire, enfin, idoine avait été mis en place. Et puis l'errance diagnostique aussi, elle est très importante. Je me rappelle, moi, d'il y a quelques années, à Aloïs, pour le compte du ministère de la Santé, on avait ouvert tous les dossiers des patients qui venaient après 10 ans. Tous les gens qui venaient pour une première consultation chez nous et qui avaient plus de 10 ans, on a ouvert leurs dossiers médicaux pour voir un peu leur parcours, d'où ils venaient. Est-ce que c'était la première fois qu'ils consultaient ou est-ce qu'ils avaient déjà consulté avant? Dans 80% des cas, ces enfants de plus de 10 ans avaient déjà eu au moins une prise en charge, donc c'est-à-dire au moins un bilan, plus une consultation médicale, en moyenne commencée au CP, donc c'est-à-dire très tôt. Donc on voit que pour 80% de ces enfants-là de plus de 10 ans qui avaient une primo-consultation chez nous, il y avait déjà eu un parcours engagé en primaire, mais qui manifestement n'avait pas permis de résoudre le problème puisque il venait à nous après. Donc l'errance diagnostique ne veut pas forcément dire un manque de prise en charge, mais veut dire aussi parfois un manque de coordination, de concertation entre les professionnels pour avoir une sorte de stratégie thérapeutique adaptée. Et ça aussi, ça coûte très cher. Donc tout ça pour vous dire qu'on est sur une estimation très prudente, à minima. En termes de prévalence, nous avons aussi pris toujours les fourchettes les plus basses, et on arrive déjà autour de 28 milliards d'euros, donc ce qui représente vraiment un plancher. Évidemment, donc avec un coût majeur en termes d'insertion professionnelle. Évidemment, cette étude a énormément de limites. Il y a des hypothèses parfois qui ont été nécessaires en l'absence de données spécifiques. Donc, on a fait nous aussi des extrapolations. On a des estimations qui sont conservatrices. Donc, on a réussi à compenser un peu des extrapolations excessives, mais quand même. Nous avons des effets indirects qui sont non chiffrés. Et voilà, on a besoin de cette structuration nationale de données pour pouvoir avoir un suivi plus rigoureux. On peut se dire par exemple que dans le monde de demain, les coûts d'insertion professionnelle seront peut-être un petit peu moindres qu'aujourd'hui parce qu'on aura toute une génération d'enfants qui auront été déjà mieux diagnostiqués et peut-être auront trouvé une voie professionnelle et personnelle plus harmonieuse. Si je devais vous laisser avec quelques messages importants, le premier, ce serait de dire qu'on a besoin en France aujourd'hui d'avoir un peu plus de certitude sur la prévalence des troubles du neurodéveloppement. Donc il y a une importance de mieux les suivre et de les suivre sur la durée d'une vie, puisque je suis toujours un peu étonné quand on voit les prévalences sur les documents officiels en disant à peu près 5 à 6% chez l'enfant, 2,5% chez l'adulte. Bon, ce qui sous-entendrait que 2,5% des adultes ont guéri. Non, 2,5% des adultes n'ont plus d'expression du symptôme, n'ont plus d'impact en vie quotidienne, mais on garde toujours le même chiffre de prévalence durant l'enfance et l'adulte. Après, sinon, c'est compliqué d'expliquer aux parents qu'un trouble du neurodéveloppement, c'est un trouble chronique et que ce n'est pas une maladie. Donc voilà, donc tout cet enjeu aussi d'analyse a un impact aussi sur la communication qu'on va porter auprès des TND. Il y a une importance du repérage et du diagnostic précoce, on l'a vu, pour réduire les impacts secondaires, et on le voit d'autant plus avec cet impact à long terme sur l'insertion professionnelle. Euh, En sachant aussi que tous les impacts en vie personnelle, eux, ont été écartés dans les coûts non quantifiables, mais ils existent aussi.
Et donc, on a besoin d'une réorganisation des parcours de soins, on a besoin de favoriser le lien ville-hôpital, que les niveaux 3 continuent à obtenir, à ouvrir leur place pour les cas les plus complexes, mais que le niveau 1 et 2 se saisissent aussi par des formations et par une coordination, se saisissent des cas simples, on va dire, ou en tout cas les plus jeunes. Donc il y a une notion quand même de rapidité du diagnostic, hein, quand on ouvre un parcours diagnostique, d'avoir cette pause diagnostique rapidement après l'ouverture, mais aussi de précocité en termes d'âge. Donc ça nécessite aussi tout un focus sur le repérage, et ça, il faut travailler aussi étroitement avec les écoles, les médecins scolaires, etc. Une sensibilisation auprès des entreprises aussi, on l'a vu, les entreprises du monde du travail de façon plus générale. Il faut mieux pouvoir intégrer les salariés TND ou les salariés aidants. Donc sensibiliser les DRH, les managers, les salariés eux-mêmes, mais aussi la médecine du travail, voilà, à avoir ce tropisme aussi pour les troubles du neurodéveloppement et ses conséquences à l'âge adulte, qui débordent d'ailleurs, hein, entre vie privée et vie professionnelle. Et puis, enfin, bah, ce qui est sûr, c'est que prendre en charge, ça coûte plus cher que de ne rien faire. Ça, c'est clair. Donc, évidemment, dans nos recommandations, il y a une sorte de demande de réorganisation et de coûts en amont à mettre en place. Mais on le voit que sur le long terme, les économies peuvent être très importantes. Donc, c'est aussi pour ça, si les pouvoirs publics n'étaient pas encore tout à fait convaincus de la nécessité de prendre en charge précocement, aujourd'hui, ils le sont aussi en voyant le devenir de ces TND mal pris en charge et le coût que ça fait peser sur la personne elle-même, bien sûr, son entourage, mais aussi la société. Voilà, je vous remercie pour votre attention et on est ouvert pour les discussions. Merci beaucoup, Bertrand. C'était super clair, super intéressant. Je laisse les personnes présentes, si elles le souhaitent, faire un mot, de te remercier également dans le chat. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de questions. Moi, j'en ai noté quelques-unes, mais j'invite tout le monde à également poser ses questions. Vous voyez qu'il y a un onglet questions et réponses dedans pour les formuler. On se disait en interne avec les collègues d'Octopus que ça devait représenter une somme de travail énorme de collecte de données et d'analyse, ce genre d'études. Oui. Et peut-être qu'en première question, alors moi je trouve ça extrêmement intéressant et on voit bien que ça amène à s'interroger sur nos pratiques professionnelles. Néanmoins, je voulais quand même vous demander à l'un et à l'autre, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'eugénisme en faisant ce type d'études également? C'est-à-dire que si à la fois ça peut porter des messages extrêmement constructifs sur la façon dont on doit organiser les soins, leur précocité, sensibiliser les entreprises, est-ce qu'on peut pas non plus avoir un risque qui consiste à dire, bah, en même temps, je vais pas recruter quelqu'un qui a un TND si je le connais? Mhm. Mhm. Pardon, j'ai pas commencé par la question la plus facile, excusez-moi. Non, non, mais c'est une bonne Oui, question en tu tout veux, cas. tu Vas-y, veux mais. non, c'est marrant parce en préparant cette présentation et puis même en rédigeant l'article, c'est quelque chose auquel on a pensé forcément assez rapidement. Et évidemment, c'est pas du tout le message qu'on souhaite faire passer. Le message, c'est vraiment de se dire qu'il y a un manque d'accompagnement et de sensibilisation au sein des entreprises. En fait, que la faute, elle est probablement bien en amont sur les conséquences aussi psycho-affectives qui peuvent arriver suite à un diagnostic qui n'a pas été posé ou pas correctement posé ou pas suffisamment tôt. Et il y a peut-être aussi beaucoup de facteurs confondants dans les difficultés de l'adulte en entreprise ensuite. Euh, un- on sait que les signes, par exemple, d'un burn-out, ça peut résulter d'un TDAH qui est mal diagnostiqué, mal accompagné, avec une sorte de saturation, mais qui va avoir un impact sur tous les affects anxio-dépressifs aussi. Donc le but, c'est pas de non plus centrer le problème uniquement sur le TDAH, mais tous les impacts qui peuvent en résulter et que là-dessus, on a une marge de manœuvre assez importante en interne en entreprise et en externe aussi, de façon externe aussi, sur l'accompagnement, la prise en charge, la sensibilisation. Et que voilà, le but, c'est pas je sais pas si je suis très claire dans mon explication, mais Ah c'est non, que c'est sûr.
Si, je compléterais juste Ouais. sur le fait que, en fait, on est face à des troubles, on est face à un handicap invisible. Donc, c'est de toute façon quelque chose qui n'est pas forcément discriminant à l'entrée. Mais en revanche, ça peut devenir compliqué pour le salarié, à commencer par lui, en fait, hein, puisque c'est lui qui manifeste quand même en premier beaucoup d'insatisfaction sur sa difficulté à maintenir une activité professionnelle. C'est souvent d'ailleurs eux qui se plaignent plus de leur travail que leur propre employeur. Donc c'est un peu des coûts cachés, j'ai envie de dire. C'est des coûts qu'on ne matérialise pas vraiment. De la même manière qu'on ne matérialiserait pas forcément la dépression chez un salarié. Enfin, je veux dire, on n'a pas ce calcul en se disant on va pas forcément recruter quelqu'un qui est en situation de dépression. Bon, mais en revanche, de pouvoir suivre, enfin, de pouvoir savoir qu'il y a une médecine du travail en tout cas qui est au clair là-dessus, qui peut aussi donner des conseils pour le salarié pour adapter son poste, pour aménager le cadre de travail, faire comprendre aux entreprises aussi qu'elles ont tout à y gagner d'employer. Et ça, il y en a qui le font de façon formidable. C'est vrai que c'est pas trop notre travail, mais moi, je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux. La façon de positiver aussi autour des troubles du neurodéveloppement, que ça n'est que oui, évidemment, ça peut impacter la vie quotidienne, mais ça a aussi des impacts très positifs, y compris sur la productivité d'ailleurs, hein. Quand elle est canalisée, quand elle est cadrée, une personne TDAH peut aussi embrasser énormément de travail. Voilà, j'ai envie de dire, c'est pas forcément en porte d'entrée qu'on souhaite se placer, c'est surtout sur le suivi. Mais après, cette étude-là, elle est vraiment, c'est une photographie à un instant T. Moi, je le dis, je pense que dans 10 ans, ces coûts-là vont baisser parce que déjà, on a une génération aujourd'hui qui a plus envie, enfin, qui est plus, comment dire, rapprochée sur leurs valeurs, sur leurs besoins, sur ce qui est important pour eux. Euh, mais aussi, comme on a beaucoup plus diagnostiqué, beaucoup mieux diagnostiqué les TND d'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, ce seront des adultes demain qui seront un peu plus équilibrés, en tout cas en termes de vie professionnelle. Donc voilà. Mais évidemment, c'était un risque. C'est un risque. L'objectif n'est pas de discriminer. L'objectif, au contraire, est de dire que ce sont des personnes qui existent, qui aujourd'hui sont dans des situations parfois inextricables au travail, et en fait, et qui viennent donc qu'on retrouve dans les centres d'addiction, qu'on retrouve en psychiatrie pour de la dépression, etc., mais qui en amont n'ont pas été bien détectés sur l'origine des troubles et qui est à savoir le TND. Merci beaucoup à vous deux. Ça y est, on a enfin des questions, mais en fait, c'est notre faute. On avait oublié d'activer Ah, le cadre des questions. Donc, pardon au public. Je vais les prendre de manière littérale. Alors, la première question d'un spectateur anonyme qui vous demande si vous pouvez rappeler le pourcentage de décrochage scolaire en cas de trouble du neurodéveloppement. C'est ce Et que dans j'ai vos diapos, alors, dans le cadre du trouble du neurodéveloppement, alors nous, on avait le chiffre sur les TDAH qui était autour de 22-23%. Je vais retrouver. En population classique, c'est 8 à 9. ce qui est énorme, hein. J'imagine qu'en plus, il y a des données assez disparates sur la question. Oui, Ouais. Ouais. complètement. Là, ce sont les données de l'éducation nationale de 2019. Les jeunes TDAH décrochent 2 à 3 fois plus que les autres. Et donc, oui, c'est ça. On est à 23%. Sur l'ensemble des TND, je ne sais pas, Edmé, si on avait le chiffre. Non. Je crois que typiquement, là, dans ce cas-là, c'était propre au TDAH. Ouais, il y a même une étude française qui a été menée par le docteur Le Sandreux, mais qui était aussi centrée uniquement sur les TDAH, sur un Mm. échantillon de 500 enfants. Donc, c'est pas. Voilà, je pense qu'il faut mieux se référer aussi à celle de l'éducation nationale, un peu plus mélangée. Mm. Ouais, et je crois que votre travail amène bien aussi à souligner l'importance d'avoir des données plus fiables. Vraiment, c'est ce que tu as amené en conclusion et je crois que ça apparaît vraiment important tant on a de chiffres disparates. Absolument. Une remarque et une question de Madame Barollier. Bonjour, est-ce pas également à mettre en parallèle à l'organisation validiste de la société? En effet, donc je parle en son nom, j'accompagne une étudiante qui a interrogé des pro-libéraux sur le TDAH et grand nombre d'entre eux trouvent des aspects positifs à leur particularité. Donc si on comprend mieux, il y aura peut-être moins de stigmatisation? Oui, ça fait très écho à voilà, ce qu'on a dit juste avant. Il y a aussi des effets positifs. Alors, voilà, moi, c'est toujours gênant. Enfin, comment dire, je suis toujours
moi, j'ai toujours du mal à prendre part à ces discussions-là parce que c'est vrai que ben, mon tropisme, c'est de voir le trouble et de voir la situation handicapante et comment la contourner. Mais je sais que certains sont beaucoup plus experts, font ça très bien et arrivent vraiment à montrer aussi les impacts très positifs que peuvent générer une prise en charge. Ça passe quand même, faut le dire quand même, c'est pas un super pouvoir. Ça passe quand même. Ce sont des gens qui ont un trouble et qui ont eu une prise en charge, qui ont réussi à passer outre, qui ont réussi à trouver des dérivés, des dérivatifs pour pouvoir compenser, contourner. Et donc, ça fait des gens aussi plus résilients, ça fait des gens peut-être plus flexibles. Donc voilà, c'est peut-être là où on va observer aussi des bonnes qualités, qualités face à l'adversité, que simplement le trouble qui amène lui-même un côté positif, quoi. Philippe Kieffer vous demande comment mettre davantage en avant la notion de neurodiversité pour modifier le regard que la société se pose sur les troubles du neurodéveloppement. C'est une très bonne question. Et ça, ça fait partie de... là, c'est là où nous, le travail peut nous échapper un peu. Nous, notre travail, c'est circonscrit à ce qu'on vous a présenté. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais ce qu'on aimerait bien faire en partie 2 avec Edmé, c'est ensuite d'aller évaluer les leviers d'économie possibles. Parce qu'une fois qu'on a mis tout sur la table en disant voilà combien ça coûte, ce qu'il faut savoir, ce qu'on avait fait dans la maladie d'Alzheimer aussi, c'est dire si on change ça, si on change ça, comment on peut en même temps améliorer la prise en charge et en même temps, donc un vrai bénéfice pour le patient et en même temps générer des économies, enfin pour l'État quoi. Et pour les ménages, ce serait pas mal aussi. Donc voilà, nous c'est un petit peu les deux pans de notre travail. L'objectif c'est aussi de remettre ce rapport au pouvoir public pour qu'ils s'en saisissent. Et puis aussi, vous avez absolument raison, et tout le chantier sur le travail est important. Alors, on est en train de monter un projet avec France Travail, avec la PEC. On est en train de voir un petit peu des choses sur justement cette insertion professionnelle pour les TND. C'est très nouveau. On va y venir progressivement. Mais c'est vrai qu'il va falloir des experts qui nous apprennent à valoriser, à communiquer ce qu'on vient de dire, à la fois pour faire de la prévention et puis aussi pour soutenir ces personnes-là. Ouais, je pense qu'il y a tout un travail d'apprentissage, de vulgarisation des recherches scientifiques qui apportent une base de données, d'informations vraiment solide, en tout cas sur ce domaine. Et c'est chouette parce qu'on voit bien qu'il y a des moyens de communication aujourd'hui qui sont hyper divers et on essaye nous de sensibiliser avec des formations, des webinaires. Il y a plein de choses possibles, mais je pense qu'il y a encore un travail de vulgarisation vraiment des connaissances scientifiques. Qui sont peut-être pas encore toujours adaptés au grand public. Quand je vous écoute, en plus, je me dis, mais la prévalence est telle qu'on est à peu près toutes et tous concernés. Enfin, pas forcément directement, mais souvent dans nos familles et souvent parmi nos proches amis, c'est aussi un élément d'analyse. Ouais. Euh, alors, c'est vrai que ce sujet-là, il amène à poser plein de questions. Donc, je ne sais pas si vous aurez les réponses à toutes ces questions parce que c'est protéiforme, tous les sujets que ça soulève. On a néanmoins un spectateur anonyme qui vous demande quelles solutions concrètes vous pourriez penser et proposer dans le rapport qu'ont les familles pour amoindrir le coût humain et financier du handicap. Effectivement. Question très, très, très large. Je suis preneur d'une répétition de la question, Antoine. Eh bien, comment diminuer le coût humain et financier pour les familles que représente le trouble du neurodéveloppement? Coût humain et financier pour les familles, ce qu'il faut, c'est, je le disais tout à l'heure, hein, une meilleure articulation ville-hôpital. Donc, c'est-à-dire que l'État doit aussi investir dans les soins de ville. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont sur des listes d'attente. Donc, ils se retournent vers la ville. En ville, c'est pas coordonné, on ne sait pas vers qui aller. Le médecin généraliste, d'ailleurs, parfois ne le sait pas non plus. Les pédiatres ne le savent pas. Je le dis tranquillement parce qu'on fait des formations auprès des pédiatres et ils sont très, très demandeurs aussi de pouvoir être intégrés dans des réflexions de coordination avec des professionnels de santé. Parfois, certains professionnels paramédicaux ou neuropsychologues font des bilans dans un coin, mais donc en fait, voilà, la famille, elle est livrée un peu à elle-même. C'est elle qui doit être coordinatrice. Donc c'est de elle quand elle a un rapport qui dit il faut faire de l'orthophonie, et puis il faut faire un peu de psychomote, et puis il faut aller voir le psy.
ben, c'est à elle de dire, ben, on ne peut pas tout faire, donc on va prioriser ça, et puis on va faire ça. C'est peut-être pas le bon choix, peut-être que c'est un professionnel de santé qui aurait pu le dire. Donc il y a une nécessité aussi d'investir dans l'organisation des soins de ville avec vraiment une cellule de coordination. On respecte le choix des libéraux de travailler dans leur bureau, mais de pouvoir quand même, on a besoin dans les TND d'avoir une matrice pluridisciplinaire autour. On l'a à l'hôpital, on a des bilans qui sont pris en charge à l'hôpital, je ne vois pas pourquoi ils ne le seraient pas ailleurs. L'expertise n'est pas qu'à l'hôpital, elle peut être aussi en ville. Donc voilà, on défend aussi ça. Je pense qu'il y aura une réduction de la charge mentale, mais aussi des coûts financiers pour les familles. Et en plus, on aura un diagnostic plus rapide et une prise en charge qui sera peut-être un petit peu plus efficace, quoi. Mm. Et puis peut-être Allez-y. pardon, je dirais d'encourager les familles, en fait, en tant que professionnels, enfin, cliniciennes et cliniciens tous, et aussi parfois on va essayer d'avoir un rôle de coordination. On a vraiment besoin d'avoir accès aux comptes rendus qui ont déjà été faits par les suivis, les rééducations orthophoniques, psychométrie, enfin, en psychométricité, etc. Et je trouve que parfois on a soit des familles qui ont perdu les documents, soit qui n'ont pas osé les demander aux professionnels, qui ne les donnent pas spontanément alors que c'est leur droit et que c'est même Ouais. un devoir de faire des comptes rendus de suivi. Et en fait, c'est vraiment un atout pour le professionnel qui va prendre la position de coordinateur. Et c'est pas toutes les conclusions peuvent aussi, on le sait, évoluer et on se fait aussi chacun notre avis. Mais on a besoin de ces comptes rendus. Ce sera jamais un biais, en tout cas dans notre prise en charge. Et parfois, ils sont un peu réfractaires. Et donc, il faut vraiment voir tous les suivis comme une équipe de soins qui n'est pas encore reliée, mais qui pourrait l'être. Et donc, il faut que les parents osent demander les comptes rendus s'ils ne les ont pas et puissent les garder et les transmettre au professionnel qui sera le coordinateur ensuite du parcours. Mais ça, c'est un changement de paradigme hein, Ouais. J'allais dire, c'est un changement de culture professionnelle. Ouais. Voilà. Ouais. Et on sent bien qu'il y a des tensions à ce sujet-là. D'ailleurs, de manière très intéressante, alors malheureusement, c'est quelqu'un d'anonyme qui a posé cette question hyper intéressante. Alors du coup, qu'est-ce qui est le plus rentable? Les libéraux et les coordinateurs ou les établissements de santé de type hôpitaux et CMPP? Question pas facile, mais qui mérite d'être posée là. Plus rentable pour qui? Pour les gens qui y travaillent ou pour... Pour la société, je pense. Ouais, je pense que la question est posée dans le sens pour la société. euh, Encore une fois, je pense que sur le chantier qu'on est en train de mettre en place sur les leviers d'économie, c'est un peu des deux en fait. C'est une meilleure articulation, c'est réduire les temps d'attente en ne réservant les places pour les centres experts ou les centres institutionnels quand vraiment le patient, la famille en a besoin. Et puis sortir de ces centres ceux qui pourraient bénéficier d'une prise en charge en ville. Mais je suis toujours un tout petit peu étonné. Enfin, moi, j'ai travaillé tout le début de ma carrière à l'hôpital. Je suis venu à Aloïs en 2018, donc avec plus une patientèle de ville. Mais c'est vrai que je suis toujours étonné de voir que les discussions opposent ville-hôpital. Demandent par exemple sur les frais qu'on met en place pour le remboursement, pour les PCO, pour le remboursement, mon dispositif psy par exemple, de dire ben, cet argent-là, on devrait le remettre à l'hôpital et tout ça. Bon, enfin, j'ouvre pas le débat sur mon dispositif psy qui a énormément de limites, mais je dis juste que c'est une drôle de façon de penser, de dire on va en fait, faut pas alimenter la ville, on a tout ce qu'il faut à l'hôpital. Non, la réponse est non, on n'a pas tout ce qu'il faut à l'hôpital et on l'a montré, et pas que nous, et il y a en plus des études sérieuses qui montrent qu'aujourd'hui, même à un plein régime, l'hôpital peut prendre en charge un petit peu plus d'un patient sur deux qui le nécessite, quoi. Donc, un jour, on va avoir besoin de cette articulation. Encore une fois, je n'oppose pas l'un à l'autre. Je dis juste que c'est une meilleure coordination qui permettra d'équilibrer en fait tout ça. Mais je pense qu'il y a du travail pour tout le monde. Et voilà, la rentabilité, je ne sais pas. Enfin, là, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est surtout comment réduire le reste à charge pour les familles, comment faire en sorte qu'on ait un diagnostic sans attendre un an et qu'on ait une prise en charge qui ne revienne pas au portefeuille des familles si on veut avoir un peu plus d'une prise en charge par semaine, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Alors du coup, peut-être pour finir un peu sur cette thématique des plateformes de coordination, Isabelle Bédu demande au vu de votre étude, pensez-vous que la mise en place des PCO et leur extension vers les 7-12 soit une réponse suffisante pour repérer et diagnostiquer les troubles du neurodéveloppement?
C'est une réponse pas suffisante du tout. On a été aux côtés du ministère de la Santé sur la réflexion des extensions 7-12. On a eu cette chance-là. On avait créé un pilote qui s'appelait Partant à Aloïs et qui a aussi contribué au cahier des charges 7-12, bon, de façon un peu dégradée. C'est une première étape. Moi, enfin là c'est vraiment moi qui parle et c'est mon avis personnel. J'ai le sentiment que les PCO sont un peu le marchepied justement d'une évolution de la structuration des soins de ville où les professionnels, jusque-là pas remboursés par la Sécu, vont le devenir avec des actes qui sont nécessaires dans le cadre de la prise en charge du TND, mais qu'il fallait quand même une sorte de structure tutélaire pour pouvoir quand même gérer qui avait le droit au remboursement ou pas. Donc j'ai l'impression que l'évolution favorable, ce sera que les professionnels qui peuvent garantir une expertise euh, s'affranchiront de ces plateformes pour pouvoir être directement enfin, enfin, je veux dire, touchés par les familles, quoi. Il n'en demeure pas moins que la PCO répond à un besoin très important, c'est la coordination. C'est de mettre les gens autour de la table. OK, il a fait un bilan ergo, il a vu le neuropsy. Maintenant, il faut que les gens se mettent autour de la table et se disent, on commence par quoi? C'est quoi la priorité? Aujourd'hui, c'est la PCO. Demain, ce sera peut-être une façon, avec la téléconsultation, la télémédecine, ce sera peut-être une concertation qui sera en visio. Nous, ça nous arrive à Loïs de faire des RCP avec des pédopsychiatres, avec des professionnels paramédicaux qui sont à distance. On parle du même enfant et on arrive quand même à organiser son soin en ville avec des professionnels qui ne sont pas physiquement dans les mêmes bureaux. Donc voilà. Donc la PCO, je trouve que c'est positif. Mais c'est une transition vers quelque chose de plus fluide, parce qu'on retrouve encore ce phénomène d'embolie. Merci beaucoup. Avez-vous une estimation des coûts en fonction du type de trouble du neurodéveloppement? C'est une question d'un spectateur anonyme. C'est vrai qu'on a beaucoup évoqué, enfin, vous avez beaucoup évoqué le TDAH pendant Oui. l'intervention, évidemment. Mais est-ce qu'on a je sais pas moi, une ventilation par TND? C'est plus difficile. Il y avait, pardon, Bertrand, il y avait beaucoup de données au niveau des structures de soins, plus pour les TDI, pour les troubles du développement intellectuel. On a, Vous en faites termes ça. de littérature, il y a beaucoup d'enseignements sur l'autisme, mais qui étaient difficilement, qu'on croisait difficilement avec des données économiques. Donc, en fait, on a eu énormément de limites dans l'étude entre la richesse de la littérature sur les TND et là où on avait, nous, vraiment le désir de différencier chaque TND et les données économiques disponibles qui sont beaucoup plus limitées ou en tout cas très désorganisées. Et donc là, ça ne nous a pas permis de le faire. Merci à vous. On a pas mal de remarques hein, qui disent qu'ils sont totalement d'accord avec vos propos sur la coordination ville, réseau libéral et hôpitaux. Peut-être une question d'ordre plus général. Je me rappelle avoir lu et vu qu'il y avait une expérience Andros. L'entreprise Andros avait créé un atelier pour des personnes avec autisme et troubles intellectuels. Et je me rappelle que du témoignage d'un des directeurs d'entreprise qui disait un peu gêné, on pourrait même dire que ces salariés-là, en termes de productivité, produisent plus que les salariés ordinaires de l'entreprise. Et je crois pas, alors j'avais lu le papier d'Encéphale, mais il y a un moment, je me souviens plus, peut-être que j'oublie cette partie-là, je suis désolé si c'est le cas, mais est-ce que vous savez s'il y a des exemples d'études qui montrent que le trouble du neurodéveloppement pourrait représenter un gain de productivité, un moindre coût? Ça me dit rien. Je crois pas qu'on l'ait fait. Je crois pas qu'on ait lu ça en tout cas. Ok. Edmé, je sais pas, ça n'a pas Non, été effectivement, quantifié, hein. je pense que soit c'est pas disponible, soit nous on était parti sur la mesure des coûts et donc on a aussi eu un biais dans la recherche, parce que je veux pas assurer que ça n'existe pas, mais Ah non, non, même, je suis d'accord, et Bertrand, même dans vraiment fouiller la littérature, en tout cas je l'ai pas en tête. C'est un travail qui remonte ça nous dit rien, mais peut-être que Ouais, ça existe. ouais, ouais. Mais c'est vrai que, enfin, en tout cas, dans le cadre du TDAH, c'est vrai que c'est extrêmement fouillé, hein. On a beaucoup de choses sur les impacts et le devenir. Donc, ça nous a vraiment permis d'alimenter, de documenter beaucoup. Et donc, ou sur le TSA aussi, pas mal. Donc, je suis, enfin, ce serait étonnant que ça n'existe pas, mais il faudrait regarder ça de plus près. Merci à vous. Euh, Comment faire en sorte que les entreprises aient le plus envie de se former, de se sensibiliser à l'accompagnement des troubles du neurodéveloppement? Avez-vous une idée à ce sujet?
en leur montrant que les coûts que ça impute à l'entreprise, déjà de ne pas les accompagner. Enfin, j'ai l'impression que les chiffres parlent un peu d'eux-mêmes là pour l'instant. C'est que, je sais pas Bertrand ce que tu en penses, mais déjà en communiquant sur le... Oui, sur parce que je pense qu'ils perdent en termes de productivité chez eux ou de chiffre d'affaires. Peut-être que si on leur montre qu'il y a un impact direct, ça peut déjà au moins ouvrir les yeux, mais puis ensuite en sensibilisant. Mm. Nous, par expérience, on sait que on a monté un projet en collaboration avec Mighty Millie, qui a été créé par Caroline McNaughton, qui est une chef d'entreprise, mais qui est aussi qui a été aidante pendant très longtemps. Et donc, elle a vraiment créé Mighty Millie pour justement promouvoir cette notion du salarié aidant au sein des entreprises. Et en fait, on l'accompagnait, nous, plutôt sur la partie ben, voilà, impact cognitif et puis aménagement professionnel, etc. Et en fait, ben, on était très surpris du nombre de managers, de directeurs d'entreprise qui s'intéressent en fait à la qualité de vie de leurs salariés. En fait, ça peut paraître bête, mais c'est la vérité. Et puis, c'est même heureux qui s'intéressent à leur qualité de vie, qui s'intéressent de plus en plus à toutes ces notions de santé mentale aussi, parce que on le revendique aussi, hein, tous ces troubles cognitifs font partie aussi du champ de la santé mentale, ce sont des handicaps invisibles. Donc voilà, et donc moi je pense que oui, il y a de la communication à faire, etc. Comment les attirer? Je pense que c'est de montrer aussi qu'ils ont tout à y gagner, d'être mieux formés, mieux sensibilisés même si ça ne changera rien pour eux dans leur organisation personnelle, mais je veux dire peut-être en termes d'organisation, d'équipe, ça peut changer les choses. Les médecins du travail sont aussi fondamentaux là-dedans. Voilà, en tout cas, nous, dans l'échantillon qu'on a eu, on sait qu'aujourd'hui, il y a une volonté quand même de se former à toutes ces questions-là. Donc je pense qu'on peut y arriver. Merci beaucoup. Qui pourrait mieux recueillir et structurer le recueil de ces informations au niveau national? Ce que vous évoquiez à la fin du topo et qui a l'air d'être un enjeu important quand même pour analyser de manière plus claire les pratiques et leurs coûts. C'est une bonne question. Pour Euh, être en charge ou parce que j'imagine que c'est déjà un peu fait. Oui, je pense que, alors, en fait, je pense que ça revient à une idée que moi j'ai toujours défendue et je crois que Étienne Pau, le délégué interministériel, partage un peu sur la notion d'identification dans le système de soins des gens qui peuvent reconnaître une expertise dans le cadre des TND à tous les niveaux. On sait les centres de niveau 3 qui sont experts dans le champ des TND, ça c'est clair. En niveau 1 et 2, on peut aussi faire appel à des professionnels qui peuvent garantir une expertise, soit parce qu'ils forment eux-mêmes, parce qu'ils ont été formés, parce qu'ils reçoivent ce genre de public, parce qu'ils savent les accompagner. Et je pense que quand on aura une cartographie un peu plus complète des professionnels ou en voie de formation ou déjà formés sur ces troubles, je pense que ça permettra aussi, par cette identification, de demander des remontées d'informations auprès des ARS ou auprès de je ne sais pas quel organisme, mais pour établir un petit peu les cohortes, et donc pour faire peut-être des évaluations un petit peu plus précises sur ces prévalences. C'est ça aujourd'hui qui fausse tout en termes de prévalence, hein, c'est que on a beaucoup de patients diagnostiqués en ville qui échappent totalement aux données publiques. Et j'ai envie de dire, même les données publiques, de toute façon, c'est bien de rentrer dans le PMSI, les codes, il faut quand même quelqu'un derrière pour pouvoir exploiter ces résultats-là. Et voilà. Et parfois, même ça, nous, on a essayé hein, auprès d'hôpitaux de demander un peu leurs chiffres pour se comparer un peu. Et c'est très compliqué à obtenir. Ils peuvent le faire, bien sûr, et ils le font. Mais je veux dire, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Donc voilà. Et puis je pense aussi à une chose, c'est-à-dire que vous savez que les systèmes d'information, de captation des informations de santé par les ARS, elles sont toutes différentes selon les ARS, elles sont toutes différentes selon les régions. Et petite fantaisie française, elles ne sont pas interopérables. C'est-à-dire que quand vous quittez l'Île-de-France pour aller vous installer en Bretagne,
on perd complètement votre trace au niveau de la santé, et puis vous allez commencer un nouveau parcours ailleurs. On l'a vu pour le projet qu'on est en train de défendre pour les plus de 50 ans PASCOG, où il a fallu qu'on crée nous-mêmes un système d'information interopérable sur plusieurs territoires. Donc je pense qu'il y a une culture un peu plus large que ce qu'on est en train de dire en France du suivi des données. Voilà, je pense qu'il y a un gros travail à faire dessus, et les TND, c'est une goutte d'eau sur ce qui est nécessaire de faire. Mais on a des idées. Bon, bah, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Et puis, je crois que cette thématique, c'est impressionnant tout ce qu'elle vient soulever comme interrogation sur la qualité de nos analyses et l'évolution de nos pratiques. Donc, vraiment, merci beaucoup. C'était passionnant. On l'a vu dans les remarques du public et puis même entre nous en interne à Octopus. On voit bien à quel point ça soulève plein de questions. Vraiment, merci. Exactement. Oui, on a envie de vous soutenir du coup dans la poursuite de ce travail-là et de vos études. Peut-être à Merci. pondérer avec le gain que peut représenter le trouble du neurodéveloppement en société. Je sais pas. Euh, On aura la réponse. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Avant qu'on finisse, je voulais juste dire à toutes les personnes qui sont présentes que le prochain 30 minutes avec aura lieu le 19 juin à 12h30 et c'est Sébastien Serlet qui est neuropsychologue qui viendra nous dire qu'est-ce qu'on peut appeler intégratif. Parfois on dit que c'est un gros mot. Moi je pense que c'est un beau projet et c'est je crois sa perspective et son opinion. Il viendra la défendre à travers un livre également qu'il a édité récemment sur le sujet. Merci encore à toutes et à tous d'avoir été présentes pendant l'intervention du réseau Aloïs avec Edmé Chatin et Bertrand Schoenjeune. Merci encore à vous et à bientôt. Merci à tout le monde. Merci Merci encore. beaucoup. Au revoir.